6 équipes qualifiées pour les quarts de finale des Coupes d'Europe, 5 équipes en demi-finale et 3 en finale. Voici les statistiques des équipes italiennes dans les compétitions européennes cette saison. Et même si aucun des 3 clubs qualifiés pour les finales n'est parvenu à la fin à remporter un titre européen, eh bien aucun autre championnat en Europe que l'Italie n'a réussi à aligner autant d'équipes dans le dernier tour des compétitions européennes cette saison, pas même la Première Ligue. Alors ça soulève plusieurs questions. Déjà premièrement, comment la Serie A est-elle parvenue à remonter la pente ces dernières saisons pour redevenir un championnat à la fois attractif et performants sur la scène européenne? Et deuxièmement, est-ce que ces performances réalisées au printemps dernier en Europe sont-elles le résultat des nets progrès réalisés par le championnat italien ces dernières années, ou est-ce simplement un exploit sans lendemain? Réponse dans cette vidéo. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne de Passion Sport. Je suis très heureux de vous retrouver pour cette première vidéo pour ma part, pour parler de football et plus particulièrement de football italien. Alors on va revenir sur la saison des clubs italiens en Europe qui est de loin la meilleure saison de la Serie A. Ça faisait de nombreuses années qu'on n'avait pas vu autant de clubs italiens aller aussi loin dans les compétitions européennes. Ça s'explique du fait que la Serie A a été dans une très grave crise à la fois sportive et économique depuis le début des années 2010. Une crise qui n'est pas terminée d'ailleurs mais dont la Serie A est en train petit à petit de s'extraire, et donc c'est ce qu'on a vu cette année avec des clubs beaucoup plus performants, beaucoup plus réguliers et qui sont parvenus à aller beaucoup plus loin dans les compétitions européennes. Alors pour faire un petit topo, un petit bilan de la saison, pour résumer, pour rappel, donc en Ligue des Champions, c'était 3 équipes qui sont parvenus à aller jusqu'en quart de finale, à savoir l'Inter Milan de Simone Inzaghi, l'AC Milan de Stefano Pioli et le Napoli de Luciano Spalletti. En Ligue Europa, on avait 2 équipes, à savoir l'AS Roma de José Mourinho et la Juventus Turin de Max Allegri. Et en Ligue Europa Conférence, on avait une équipe, à savoir la Fiorentina de Vincenzo Italiano. Et parmi ces 6 équipes, 3 sont allées en finale, à savoir l'Inter Milan de Simone Inzaghi, donc emmené par les Lukaku, Lautaro, Barella et consorts, qui ont perdu dans une finale assez chiante mais assez serrée contre le Manchester City de Guardiola. Manchester City qui arrive enfin à remporter la Ligue des Champions. Et au passage, petite pensée pour nos amis qataris qui vont bien mettre la pression sur les Parisiens maintenant que le rival saoudien a enfin remporté la Ligue des Champions. Donc une première finale historique, la deuxième donc perdue également par l'AS Roma au tir au but contre le FC Séville. Le FC Séville, une équipe incroyable programmée pour remporter la Ligue Europa. C'est à se demander s'ils ne font pas exprès chaque saison de ne pas sortir de leur poule en Ligue des Champions pour remporter la Ligue Europa dans la foulée. Donc il n'y avait pas grand chose à faire pour la Roma, même si elle aurait mérité mieux, elle aurait peut-être mérité la victoire. Et enfin donc, dernière finale, la Fiorentina qui perd aussi in extremis contre West Ham. On saluera les supporters de West Ham qui ont attendu près de 60 ans avant de remporter un nouveau titre européen. La dernière fois c'était en 1965 avec la Coupe des Coupes. Et donc une saison historique, mais historique comme je vous l'ai dit, de par la quantité de clubs italiens dans les tours avancés des Coupes d'Europe cette saison. Pour comparer, l'Angleterre cette année n'a placé que 4 clubs dans les quarts de finale des compétitions européennes. C'était Manchester City, Chelsea, Manchester United et donc West Ham. Et la Liga et la Bundesliga n'en ont placé que 2. D'ailleurs, la Bundesliga n'a emmené aucun club en finale de Coupe d'Europe. Donc sacré perf de la Serie A cette saison, d'autant plus que si on veut retrouver trace de 3 clubs italiens qualifiés en quart de finale de la Ligue des Champions, eh bien il faut remonter assez loin. Il faut remonter à la saison 2005-2006, c'est la dernière fois qu'on a eu 3 clubs italiens. À l'époque, c'était la Juventus Turin, la grande Juve emmenée par Trezeguet, Del Piero et consorts. Il y avait également l'Inter Milan de Zanetti et Adriano. Adriano, on se rappelle très fort sur PES 2006. Et enfin, il y avait le grand Milan d'Ancelotti, Kaká, Nesta, Maldini, etc. Et d'un point de vue plus général, si on prend en compte la Ligue des Champions depuis qu'elle se joue à 32 équipes, donc depuis la saison 1999-2000, c'est arrivé à 3 reprises que l'Italie parvienne à placer 3 équipes en quart de finale des compétitions européennes. C'est arrivé en 2002-2003, 2004-2005 et donc 2005-2006. Donc c'est arrivé 3 fois entre 2002 et 2006, et depuis jusqu'à cette saison 2022-2023, plus rien. Alors vous allez me dire que cette statistique est beaucoup trop précise et anecdotique, mais elle est révélatrice du fait que l'Italie, qui était le championnat le plus dominant en Europe depuis la fin des années 90, eh bien c'est complètement laissé dépasser par d'autres championnats, à savoir la Liga et la Première Ligue, qui ont complètement survolé le monde du football à partir de la fin des années 2000. Et si on reprend cette stat d'ailleurs, eh bien sur la période 2006-2022, eh bien c'est arrivé à 7 reprises que la Liga et la Première Ligue parviennent à placer au moins 3 équipes en quart de finale de la Ligue des Champions, donc 7 fois contre 0 fois. Ça montre bien quand même l'idée d'un championnat en déclin qui n'est plus dominant comme il a pu l'être par le passé. Et la question est donc, que s'est-il passé pour que la Serie A se fasse autant dominer ces dernières années sur la scène européenne ?
Alors comme vous l'avez remarqué, la Serie A a eu un sérieux coup de mou à partir de la fin des années 2000, et ça s'explique par plusieurs raisons. Alors premièrement, on peut dater le dernier exploit, le dernier grand résultat d'un club italien sur la scène européenne, bien évidemment au triplé réalisé par l'Inter Milan, le grand Inter Milan de José Mourinho durant la saison 2009-2010, un Inter Milan avec un effectif pléthorique porté par les Schneider, Milito, Maicon, Zanetti et j'en passe, qui a cette saison-là gagné le championnat, la Ligue des Champions et la Coupe d'Italie. Mais en réalité, cet exploit masquait une Serie A très malade, déjà affectée par plusieurs paramètres, dont le premier n'est autre que l'affaire du Calciopoli. Alors vous avez sûrement déjà dû entendre parler de ce scandale qui a fait grand bruit à l'époque où il a éclaté, c'est-à-dire en 2006, et qui continue de faire parler de lui en Italie. Alors très basiquement, il fait référence à un ensemble de matchs truqués entre la période 2004 et 2006 par un ensemble de clubs, dont plusieurs très grands clubs du championnat italien, tels que la Lazio, l'AC Milan et la Juventus Turin. Alors pour faire simple, ces clubs sont accusés d'avoir trafiqué des matchs par le biais du sélectionneur des arbitres de la Serie A, Pierluigi Peretto. Conséquence, plusieurs clubs se sont vus attribuer des réductions de points pour les saisons 2005-2006 et 2006-2007. Ce fut notamment le cas de l'AC Milan, de la Lazio ou encore de la Fiorentina, empêchant notamment la Lazio et la Fiorentina de se qualifier en Coupe d'Europe pour la saison 2006-2007, ce qui n'a pas aidé à pérenniser les finances des clubs, quand on sait qu'une qualification en Coupe d'Europe rapporte plusieurs millions d'euros. Mais la pire peine concerne bien évidemment la Juventus Turin, qui a carrément été reléguée par la justice italienne directement en Série B et qui a perdu son titre qu'elle avait glané en 2005. Alors vous vous doutez bien qu'une telle décision a fait complètement basculer le destin de la Juventus à la fin des années 2000, car forcément passer de champion d'Italie à relégué en Série B, ça met forcément un coup au projet du club, et conséquence, eh bien, de nombreux cadres de l'équipe ont décidé de quitter les Bianconeri, tout simplement pour le bien de leur carrière. Ce fut le cas de Zlatan qui a rejoint suite à cela l'Inter Milan, tout comme Patrick Vieira ou encore Zambrotta qui a décidé de s'en aller vers le FC Barcelone. La deuxième principale raison qui a mené à la crise du championnat italien au début des années 2010 est qu'en parallèle donc de cette affaire du Calciopoli, eh bien les principaux clubs du championnat italien ont souffert d'une très mauvaise gestion de la part de leur direction, notamment une très mauvaise gestion de leur effectif, car alors que la Juve essaie tant bien que mal de se reconstruire à partir de sa remontée en Serie A en 2007, eh bien l'AC Milan surfe encore et toujours sur sa génération dorée qui la porte depuis le début des années 2000, c'est-à-dire les Pirlo, Nesta, Maldini, Gattuso, etc. Une génération de joueurs qui vieillit de plus en plus et qui, au début des années 2010, au moment de leur départ, n'a pas été remplacée ou n'a pas été correctement remplacée. En effet, en 2012, eh bien, c'est toute cette génération que je viens de citer qui s'en va, en plus des cadres Zlatan Ibrahimovic et Thiago Silva, partis pour le Paris Saint-Germain, sans que la direction ne prenne réellement au sérieux la question du renouvellement de l'effectif. Et comme par hasard, eh bien, Milan va devoir attendre 9 ans pour faire aussi bien qu'en 2012 en championnat, c'est-à-dire une deuxième place au classement final. L'Inter, quant à lui, il a vu que l'AC Milan, à partir de 2012, tout le monde s'est barré sans que l'effectif soit renouvelé. Il s'est dit, on va faire la même chose. Milan a fait la connerie, faisons pareil. Non, la réalité, c'est que comme l'AC Milan, l'Inter Milan n'avait tout simplement plus de thunes. Voilà, donc bis repetita pour l'Inter. Plus sérieusement, au lendemain de son triplé historique, José Mourinho s'envole pour le Real Madrid, Eto'o s'en va en 2011, Schneider et Maicon en 2013, Zanetti et Milito en 2014, bref, à la fin de l'année 2014, il ne reste plus personne ou presque du triplé historique de José Mourinho. Et lorsqu'on n'a plus d'argent, comme ce fut le cas pour les deux clubs de Milan au début des années 2010, eh bien c'est très compliqué de se reconstituer un effectif lorsque toute une génération s'en va tel un seul homme. On peut également parler du Napoli qui est certes redevenu une équipe de premier plan à partir des années 2010 en Italie, mais qui est revenu de très très loin. Pour rappel, le club a fait faillite en 2004 et est carrément retombé en Série C avant d'être racheté par leur homme providentiel véritablement, qui fut à l'origine de la remontée incroyable du Napoli. J'ai bien surnommé le très fantasque producteur de cinéma Aurelio De Laurentiis. Mais bon, malgré cette belle remontada, on peut pas dire que le Napoli roulait vraiment sur l'or à cette époque. C'est d'ailleurs le cas si on fait un petit bilan global de cette partie de l'ensemble de la Serie A. On a des cadors de Serie A qui sont dans une situation à la fois économique et sportive très difficile, et c'est d'autant plus vrai si l'on compare ces clubs italiens aux autres clubs venant des autres grands championnats, notamment la Première Ligue et la Liga, et ça nous fait d'ailleurs une transition toute trouvée pour la dernière raison de la crise économique du championnat italien, la domination sans partage de la Première Ligue et de la Liga et l'émergence de clubs surpuissants au début des années 2010. Car s'il y a une chose qui a terminé d'achever le championnat italien au début des années 2010, c'est bien sûr l'incroyable développement économique qu'ont connu les grands clubs anglais et espagnols, un développement économique que n'ont pas su embrasser les clubs de Serie A. Pour n'en citer que quelques-uns, je veux bien sûr parler
du Barça, du Real, de Chelsea, ou de manière par exemple plus isolée du Bayern Munich, et enfin évidemment des nouveaux clubs, des nouveaux riches que sont devenus Manchester City et le Paris Saint-Germain au moment de leur rachat respectivement par les Saoudiens et les Qataris. Car si l'immense marché et source de profit que constitue le football a toujours été en perpétuelle expansion, l'arrivée massive d'actionnaires ultra riches et l'augmentation sans précédent des prix du marché des transferts vont complètement terminer de rendre obsolète le championnat italien à partir de la fin des années 2000. Plus assez puissant économiquement et incapable de suivre la hausse des salaires, les meilleurs clubs d'Italie sont rentrés à partir du début des années 2010 dans une spirale négative qui vont complètement les empêcher de suivre la concurrence, de suivre une Liga portée par une rivalité Barça-Real Madrid au sommet de son art et d'une première ligue qui est de plus en plus riche, de plus en plus attractive et qui donc attire de plus en plus de joueurs motivés à l'idée de rejoindre des projets et des salaires beaucoup plus poussés que dans le championnat italien. Résultat, entre 2012 et 2018, mis à part la Juve qui porte à bout de bras les espoirs italiens en Coupe d'Europe et une Roma et un Napoli qui essayent tant bien que mal de faire de leur mieux quand ils parviennent à se qualifier également dans la meilleure des compétitions européennes, et bien les autres cadors du championnat et notamment l'AC Milan et l'Inter Milan ont enchaîné les saisons catastrophiques. Au plus bas de son marasme, l'AC Milan a terminé 10e de la Serie A, 10e quand on sait l'histoire de ce club, c'est assez phénoménal, et l'Inter Milan a fait un petit peu mieux tout de même avec une superbe 9e place en 2013. De même, niveau star sur cette période, c'était pas la folie, on note seulement l'arrivée de Gonzalo Higuaín du Real Madrid au Napoli en 2013, sinon sur cette période personne n'est allé en Italie, et à l'inverse, eh bien le championnat a perdu beaucoup de ses meilleurs joueurs qui ont tout simplement progressivement quitté la Serie A pour de meilleurs salaires ou de meilleurs projets sportifs. On peut notamment penser à Matteo Kovacic ou à Philippe Coutinho de l'Inter Milan qui sont allés respectivement au Real Madrid et à Liverpool, ou encore à Rudiger et Salah qui sont partis le même été de l'AS Roma pour rejoindre respectivement Chelsea et Liverpool également. Du côté de la Juve, on a l'exemple d'Arturo Vidal et de Paul Pogba partis en 2015 et 2016 au Bayern Munich et à Manchester United. Et avant tout cela, on peut bien sûr notifier le départ d'Edinson Cavani du Napoli au nouveau grand riche qui est devenu le Paris Saint-Germain. Car c'est à noter que la Juventus, qui était à ce moment-là de loin le meilleur club de la botte, ne faisait même pas partie du top 10 des clubs les plus riches d'Europe, alors qu'elle survolait totalement la Serie A à cette période. C'est pour dire donc le manque de moyens financiers du championnat italien durant les années 2010. Donc vous vous doutez bien que quand on a d'un côté un Real qui claque 100 millions sur Gareth Bale en 2013, ou encore d'un autre côté un PSG qui claque plus de 200 millions et 180 millions sur deux joueurs, bah du côté du championnat italien, c'était déjà pas évident de lâcher 30 millions sur un joueur, donc très difficile de rivaliser. Alors les cadors malades de la Serie A vont évidemment essayer de réagir. L'Inter Milan se fait racheter dès 2013 par la société indonésienne International Sport Capital, tandis que Berlusconi, qui était le détenteur historique de l'AC Milan depuis 1986, sent que le vent est en train de tourner et se dit bon, là c'est pas la folie, donc on va revendre l'AC Milan. Et cette idée se concrétise en 2017, donc l'AC Milan est vendu à un actionnaire chinois du nom de Lee Yong-hong. Donc voilà, au milieu des années 2010, des actionnaires asiatiques rachètent les deux clubs de Milan. Des sacrés cadeaux empoisonnés quand même quand on y pense. Mais d'un côté comme de l'autre, ces rachats ne vont pas permettre à court terme de redresser la situation à la fois économique et sportive de ces deux cadors historiques du championnat italien. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on se rend vraiment compte de l'ampleur de la crise qu'a vécu le championnat italien. Et heureusement ou malheureusement, en fonction du point de vue qu'on prend, il y avait la Juve quand même pour tenir la baraque à cette époque. Comme on l'a dit, elle a réussi à faire 2 finales de Ligue des Champions en 2015 et 2017. En revanche, elle accaparait vraiment toute l'attention en Italie. Elle recentrait l'ensemble des stars du championnat italien. Vraiment, tu regardes les autres équipes de Serie A en 2014 ou en 2015, à part à la Juventus, il n'y a personne. Clairement, et en plus de cela, eh bien, la domination sans partage de la Juve à cette époque-là, on rappelle qu'elle a remporté le championnat 9 fois d'affilée, eh bien ça a rendu complètement vide d'intérêt la Serie A à cette époque. Mais alors que s'est-il passé pour que cette spirale négative s'inverse enfin afin que les clubs italiens reprennent leur marche en avant ? En réalité, il n'y a pas un seul événement aux sources de ce redressement du championnat italien, comme vous pouvez l'imaginer, et comme ça a été le cas pour le lancement de la crise à la fin des années 2000, eh bien il y a eu plusieurs choses qui ont fait que petit à petit, la situation des cadors de Serie A s'est inversée du côté positif. Et la première étape, qui paradoxalement a été à double tranchant pour le club concerné, est l'arrivée de Cristiano Ronaldo à la Juventus Turin. Alors CR7, pour ceux qui auraient dormi dans une grotte ces dernières années, il est arrivé à Turin en 2018. Alors comme on l'a vu, la Juve, elle a été portée par ses récents succès en Europe, mais elle n'arrivait toujours pas à enfin remporter cette Ligue des Champions. Depuis 1996, la Juve n'a pas remporté la Ligue des Champions, et c'est toujours le cas aujourd'hui d'ailleurs. Donc elle décide de faire sauter la banque en 2018
pour faire venir celui qui est le meilleur joueur du monde, ou en tout cas un des 2 meilleurs joueurs du monde à l'époque, Cristiano Ronaldo. Alors on va pas s'éterniser sur le cas Ronaldo ici, mais l'histoire a montré que bien sa venue à Turin n'a pas été une franche réussite. La Juve a eu des résultats moins bons après son arrivée qu'avant son arrivée à Turin, et après seulement 3 saisons, il a décidé de partir pour Manchester United, qui a sonné le début de la fin pour lui au haut niveau en Europe. C'est d'ailleurs au moment de l'arrivée de Cristiano chez les Bianconeri que l'hégémonie sans partage de la Juventus en Serie A va commencer à être contestée. Et donc pour résumer, l'arrivée de Ronaldo va avoir 2 effets positifs majeurs sur le championnat italien. Le premier, c'est que le déclin relatif de la Juventus suite à son arrivée va participer à rendre le championnat beaucoup plus égalitaire et beaucoup plus compétitif. On va avoir un championnat avec beaucoup plus de suspense, et donc ça va tirer toutes les équipes vers le haut. La Juve est moins forte et donc le championnat est beaucoup plus disputé. Il y a beaucoup plus d'équipes qui peuvent aspirer à remporter le titre, et tout ça, ça va d'une manière directe ou indirecte rendre la Serie A plus attractive à partir de l'arrivée de Ronaldo en 2018. Car alors que la Juve décline progressivement, et bien d'autres clubs, d'autres cadors d'Italie vont s'améliorer sur la même période, mais ça on va y revenir plus tard. La deuxième conséquence positive de l'arrivée de Ronaldo à Turin, c'est que Ronaldo représente à cette époque la première star qui pose ses valises dans le championnat italien depuis tout simplement le retour de Zlatan Ibrahimovic en Serie A, au moment où il revient, enfin au moment où il arrive pour la première fois à l'AC Milan, mais il fait son retour en Serie A après son passage d'1 an au FC Barcelone. Ça datait de 2010, donc entre 2010 et 2018, il n'y avait pas vraiment de vraie star du foot qui était arrivée en Italie, et la venue de CR7, ça va un petit peu casser le plafond de verre de la Serie A. Forcément, quand l'un des tout meilleurs joueurs du monde décide de poser ses valises dans un nouveau championnat, et bien ça donne des idées à d'autres joueurs qui se disent qu'ils peuvent simplement faire la même chose, et c'est ce qui va se passer. On va avoir de plus en plus de joueurs de renommée qui vont, les années suivantes, arriver en Italie. Alors vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, mais les clubs italiens, on l'a vu, ils avaient plus de thunes au début des années 2010, donc comment ils ont fait pour se redresser et attirer de nouveaux joueurs? Alors on va faire au cas par cas. Alors premièrement, le Napoli, on l'a vu, il a été redressé d'une main de maître par Aurelio De Laurentiis à partir du milieu des années 2000, et au début des années 2010, il se renforce progressivement et il va effectuer plusieurs transferts assez bien sentis qui vont lui permettre de progressivement redresser sa situation économique. Par exemple, le Napoli achète Dries Mertens en 2013 en provenance du PSV Eindhoven pour seulement 9 millions d'euros et Kalidou Koulibaly en provenance de Genk pour seulement 8 millions d'euros. 2 joueurs qui deviendront des cadres absolus de l'équipe sur les années qui suivront. Alors en parvenant à la fois à se renforcer à moindre coût et à se qualifier presque tous les ans en Ligue des Champions, et bien le Napoli va tout simplement augmenter ses recettes, et petit à petit, le club va se permettre des transferts à des coûts qu'il n'aurait tout simplement jamais pu claquer par le passé. Par exemple, le club napolitain achète Kostas Manolas pour 35 millions d'euros en provenance de la Roma en 2019, et surtout en 2020, le club fait sauter la banque et claque 80 millions d'euros pour recruter celui qui est censé être son nouvel avant-centre pour les années à venir. J'ai nommé bien sûr Victor Osimhen. Du côté des clubs de Milan, on les avait laissés dans une merde noire au milieu des années 2015 avec des rachats complètement infructueux qui ne vont pas du tout les aider à se redresser. Et bien ça va changer, car après l'échec indonésien, l'Inter Milan se fait racheter en 2016 par le chinois Suning Holding Group, et l'AC Milan se fait racheter dès 2018, seulement 1 an après le rachat des propriétaires chinois, par le fonds d'investissement américain Elliott. 2 rachats qui vont enfin porter leurs fruits. En effet, après des années de marasme, eh bien les résultats des clubs s'améliorent progressivement saison après saison. L'Inter Milan termine en effet 4e à l'issue des saisons 2018 et 2019, tandis que l'AC Milan termine 6e et 5e à la fin de ces mêmes saisons. Mais le réel tournant se situe au lancement de la saison 2019-2020, donc comme je vous l'ai dit, Ronaldo est arrivé 1 an avant, et c'est là que ça bascule. En 2019, l'Inter, qui s'est renforcé économiquement, eh bien fait un mercato absolument incroyable. Il achète notamment Romelu Lukaku pour 80 millions d'euros, et recrute de manière très intelligente au milieu de terrain, notamment en s'octroyant les services de Nicolo Barella, qui deviendra par la suite un de ses cadres. Et donc vous l'avez noté, un petit peu à l'image du Napoli, soudainement l'Inter Milan se met à débourser des sommes incroyables. Jamais 4 ou 5 ans plus tôt, l'Inter aurait été capable de lâcher 80 millions sur un seul joueur. Là, grâce au rachat des Chinois, eh bien c'est devenu possible. L'Inter a les moyens de se payer des joueurs de classe mondiale comme l'est Romelu Lukaku à l'époque, et ça va énormément changer la donne au niveau des résultats du club dans les saisons à venir. Milan, quant à lui, va donc beaucoup mieux depuis le rachat du groupe investissement Elliott, mais la situation au début de la saison 2019-2020 est un petit peu moins bonne que celle de l'Inter. L'AC Milan réalise un bon mercato en 2019, mais en achetant des joueurs à un coût moindre tout de même si on note l'arrivée de joueurs complètement inconnus ou presque au moment de
leur arrivée qui deviendront ensuite des cadres et qui seront aux sources du titre glané par l'AC Milan en 2021-2022. Je veux bien sûr parler de Théo Hernandez, Raphaël Leao ou encore Ismaël Bennacer qui eux arrivent en 2019. Ce qui fait surtout la différence à l'AC Milan et qui va faire basculer son destin à partir de la deuxième moitié de la saison 2019-2020, c'est l'arrivée combinée de Zlatan Ibrahimovic et Simon Kjær qui deviendront des cadres absolus du Milan et qui vont porter cette équipe vers les sommets de la Serie A, des sommets qu'elle n'avait plus côtoyés depuis des lustres. Pour dire quand même l'état de l'AC Milan qui a eu besoin d'un Zlatan Ibrahimovic presque quarantenaire pour le ramener au sommet. Bon, je sais pas comment les joueurs de 25 piges qui étaient déjà là avant doivent le prendre, mais bon. Bref, le fait est qu'entre un Napoli qui ne fait pas beaucoup de bruit mais qui s'est progressivement renforcé au fil des ans, un Inter soudainement devenu beaucoup plus riche et beaucoup plus influent sur le marché des transferts, et un AC Milan qui a certes moins de moyens mais qui achète intelligemment, eh bien on se retrouve avec une situation dans laquelle la Serie A devient beaucoup plus compétitive et avec beaucoup plus de suspense, à une période où la Juventus, depuis l'arrivée de Ronaldo, est beaucoup moins souveraine. Et ça, ça se confirme dans les faits, car en 2019-2020, la Juve conserve son titre in extremis devant l'Inter Milan, seulement 2 points devant l'Inter Milan, il me semble. Donc c'est vraiment pas passé loin avec un Inter porté par un Antonio Conte qui aura complètement transformé l'équipe. Mais juste après, l'année suivante, en 2020-2021, c'est la saison de trop. La Juve trop affaiblie, l'Inter Milan trop fort, et c'est l'Inter Milan qui remporte le Scudetto, qui met fin à l'hégémonie turinoise qui a duré plus de 9 ans. Et d'ailleurs, pire que ça, la Juventus ne termine même pas deuxième du championnat, elle termine 4e, derrière donc l'AC Milan qui s'est renforcé intelligemment et l'Atalanta Bergame. Voilà, l'Atalanta Bergame qui est sorti de nulle part depuis la saison 2018-2019 et qui s'est imposé comme un des grands d'Italie. Elle a carrément fait quart de finale en Ligue des Champions en 2020, elle a failli sortir le Paris Saint-Germain. Voilà, donc une Serie A qui vraiment part dans tous les sens. On se retrouve en effet avec un haut de tableau à 7 têtes, donc porté par les deux clubs de Milan, les deux clubs de Rome qui font pas beaucoup de bruit mais qui sont là, qui arrivent quand même à se développer et à attirer des joueurs. Le Napoli, la Juventus et l'Atalanta Bergame, donc qui a pop de nulle part. Et cette concurrence et ce suspense retrouvé en Italie vont avoir l'effet d'attirer de nouveau des joueurs un petit peu plus talentueux, un petit peu plus renommés, ou en tout cas dans la fleur de l'âge, à partir de la saison 2019-2020. Des joueurs qui certainement, quelques saisons plus tôt, n'auraient jamais posé les pieds dans la Serie A moribonde du milieu des années 2010. Alors les exemples sont nombreux, mais on peut notamment penser à Tammy Abraham, Mike Maignan, Fikayo Tomori, Adrien Rabiot ou encore plus récemment lors de ce mercato Marcus Thuram qui a choisi l'Inter Milan plutôt que d'aller au Paris Saint-Germain. Résultat, lors des dernières saisons, avec des clubs qui se renforcent de toutes parts, eh bien on a eu 4 vainqueurs différents. Donc la dernière Juventus en 2020, celle de Sarri, Dybala, Ronaldo. En 2021, l'Inter Milan d'Antonio Conte, porté par sa doublette incroyable Lukaku, Lautaro Martinez, mais également par son piston droit de feu Achraf Hakimi. En 2022, le surprenant AC Milan de Stefano Pioli, porté par son coach Zlatan Ibrahimovic, mais également et surtout Raphaël Leao, Mike Maignan et Théo Hernandez. Et enfin en 2023, cet incroyable Napoli de Spalletti avec sa doublette Osimhen, Kvaratskhelia, le code Wi-Fi qui a tout simplement marché sur la Serie A, qui a carrément terminé MVP de la saison alors que personne ne savait qui c'était au lancement de l'exercice 2022-2023. C'est assez dingue quand même. Bref, le manque d'intérêt de la Serie A, son premier problème, est résolu. Le manque de pognon, son deuxième gros problème, n'est pas encore résolu mais est en train de l'être. Reste à présent à résoudre le dernier problème du championnat italien, sa compétitivité sur la scène européenne. Alors preuve du mieux observé à partir de l'horizon 2018, l'Inter Milan devient la première équipe hors Juventus à aller en finale d'une Coupe d'Europe depuis l'Inter Milan en 2010, l'Inter Milan de José Mourinho. Donc voilà, l'Inter Milan d'Antonio Conte arrive à se qualifier en finale de la Ligue Europa en 2020, mais perd malheureusement contre le FC Séville, comme tous les ans en Ligue Europa. De toute façon, quand une équipe perd en Ligue Europa, c'est forcément contre le FC Séville. Mais malgré le net mieux observé en championnat, les Interistes ne parviennent toujours pas à sortir des poules en Ligue des Champions. Donc en 2020, ils n'y sortent pas, c'est pour ça qu'ils sont reversés en Ligue Europa. En 2021 non plus. Il faut attendre la saison 2021-2022 pour voir l'Inter Milan, champion d'Italie en titre, sortir des poules de la Ligue des Champions et se faire stopper malheureusement par un Liverpool beaucoup trop fort à ce moment. L'AC Milan, lui, fait son retour beaucoup plus tard. L'Inter Milan fait son premier retour en Ligue des Champions lors de la saison 2018-2019. L'AC Milan, c'est seulement au lancement de la saison 2021-2022. Donc voilà, ça faisait depuis la saison 2013-2014 que l'AC Milan n'avait pas été en Ligue des Champions. Grosse gueule de bois, donc difficile de sortir des poules. En plus, un groupe très relevé avec le FC Porto, l'Atlético de Madrid et Liverpool. Donc pas pour cette fois pour l'AC Milan. À côté de cela, la
Juve continue de décevoir, c'est de pire en pire vraiment. À partir du moment où Ronaldo arrive à Turin, c'est devenu catastrophique pour la Juventus en Ligue des Champions. Élimination contre Lyon en 2020, élimination contre Porto en 2021 et élimination contre Villarreal en 2022. À chaque fois en huitième de finale, à chaque fois la Juve était favori et elle n'est jamais parvenue à se qualifier au tour suivant. Tout ça fait que sur la période 2019-2022, grosso modo, on a une image assez contrastante entre une Serie A qui a l'air d'être en nette progression et qui est beaucoup plus intense et beaucoup plus compétitive, et des résultats en Coupe d'Europe qui sont catastrophiques. En parallèle, on a des déconvenues assez inexplicables en Ligue Europa. La Lazio qui ne sort pas des poules en 2020, le Napoli qui se fait éliminer contre Grenade en 2021. À chaque fois, les clubs italiens sont supérieurs sur le papier et à chaque fois, ils ne répondent pas aux attentes. Heureusement, un homme providentiel va arriver dans la ville éternelle, il s'appelle José Mourinho et il va être celui qui va montrer la voie à l'ensemble de l'Italie en parvenant à qualifier son équipe, l'AS Roma, en finale de la Ligue Europa Conférence. Nouvelle finale de Coupe d'Europe pour l'Italie, mais cette fois, contrairement à l'Inter Milan en 2020, contrairement à la Juve en 2017 et en 2015, l'AS Roma s'impose et remporte la première Coupe d'Europe d'un club italien depuis plus de 10 ans. Donc c'est un succès fondateur, historique pour l'AS Roma et qui a aussi bien inspiré les clubs italiens en Coupe d'Europe cette saison, donc la saison suivante. Alors il n'y a, comme on l'a dit, pas eu de titre, certes, mais j'ai envie de dire pas encore, ce n'est que partie remise pour ce championnat italien, car il est fort à parier que l'Italie se représentera de nouveau en finale des Coupes d'Europe dans les années à venir. En attendant, on ne peut pas prédire l'avenir, donc le futur nous dira si ce cru 2022-2023 marque un tournant dans le retour aux affaires des clubs italiens sur la scène européenne, ou si ce n'était qu'un exploit sans lendemain. Voilà les amis, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire sur la relative renaissance du football italien sur la scène européenne. Car il faut le dire, tout n'est pas tout beau tout rose pour la Serie A, même en ce moment. Le championnat italien n'est pas au niveau de la première ligue, il en est même à des années-lumière en termes de résultats sportifs, d'infrastructures, de modernité des stades, des centres d'entraînement, de situation financière de ces clubs. Simplement, la Serie A est cette année parvenue enfin à concrétiser les nets progrès que ses suiveurs les plus assidus avaient remarqués depuis quelques saisons à l'échelle nationale. Ce championnat est tout simplement passé d'une ligue au fond du trou, économiquement et sportivement, il faut dire les choses, à un championnat qui a de nouveau son mot à dire sur la scène européenne et sur le marché des transferts. Voilà, les gros cadors de Serie A vont certes mieux économiquement, même si ces derniers mois ça va pas très fort pour la Juventus et l'Inter Milan notamment, qui ont un petit coup de moins bien. Mais voilà, ces grosses équipes de Serie A que sont le Napoli, l'AC Milan, l'Inter Milan, la Juve, etc. sont encore à des années-lumière de pouvoir concurrencer de manière équitable les gros cadors des autres championnats européens que sont le PSG, Manchester City, Liverpool, le Real Madrid, etc. Voilà, la Serie A n'y est pas encore, mais cette année, et ça sera certainement le cas sur les saisons à venir, la Serie A pu s'appuyer sur d'autres choses que sa puissance économique et son argent, sur des effectifs pléthorique, certes moins clinquant que les énormes effectifs des gros cadres européens, mais des effectifs qui regorgent tout de même de talent, avec des joueurs qui parfois mériteraient peut-être qu'on parle davantage d'eux. Je pense notamment par exemple à Lorenzo Pellegrini, Leonardo Spinazzola, à Calhanoglu de l'Inter ou encore Federico Di Marco. Il y en a d'autres, Bennacer ou Tomori à Milan ou encore Bremer et Locatelli à la Juve. Bref, des effectifs de qualité mais également des entraîneurs de très très haut niveau. Et pour le coup en la matière, l'Italie possède certainement le meilleur casting d'Europe, vraiment des entraîneurs world class dans tous les clubs, que ce soit Mourinho, Inzaghi, Spalletti, Allegri, Pioli et même le petit Italiano, enfin le méconnu plutôt, car avant d'entraîner la Fiorentina dont il est à la tête depuis 2021, et bien Italiano c'était l'entraîneur de la Spezia, donc pas le club le plus exposé médiatiquement à ma connaissance. Donc voilà, une super brochette d'entraîneurs en Italie avec un bagage tactique que l'on connaît de l'autre côté des Alpes et qui ont tout simplement porté simplement avec leur talent ces clubs italiens très loin dans les Coupes d'Europe cette saison. Enfin, le dernier petit quelque chose qui a peut-être fait la différence cette année pour l'Italie en Coupe d'Europe, c'est cette magie qu'on ne retrouve ni dans l'argent ni ailleurs peut-être, et qui ont porté ces équipes italiennes à travers les stades, à travers les pays, mais aussi et surtout à la maison, dans leurs antres, pour repousser leurs limites, laissant planer l'espoir d'un football où l'argent n'est pas une condition sine qua non pour gagner, peut-être. Voilà, merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette vidéo. On a essayé d'être le plus complet possible sur ce sujet, même si ce dernier était assez large et couvrait une période assez longue. On a essayé de faire de notre mieux. Donc voilà, si tel est le cas et que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à vous abonner pour ne rater aucune vidéo. Voilà, ça nous aide vraiment beaucoup pour le développement de la chaîne. Restez à l'affût, d'ici là, de nombreuses vidéos vont encore sortir durant l'été et à partir de la rentrée sur la chaîne de Passion Sport. En attendant, je vous dis à la prochaine. Salut!